Quand on perd son emploi, on perd bien plus qu'un travail. Peu à peu, le lien social se fragilise, les échanges se raréfient et l'on peut avoir tendance à se refermer sur soi-même. Qu'il s'agisse du cercle familial, des amis ou de nouveaux réseaux, comment éviter de s'enfermer et oser aller vers les autres, même dans les périodes les plus difficiles? Il existe des solutions concrètes pour garder du lien, préserver sa vie sociale et retrouver un sentiment d'utilité. Comment lutter contre l'isolement social? Pour en parler, je reçois le psychopraticien Jean-Claude Dessat. Bonjour Jean-Claude Dessat. Bonjour. Alors, donc, pourquoi la perte d'emploi peut conduire à un isolement progressif, et cela tant sur le plan familial que social? Effectivement, la perte d'emploi fragilise bien plus que la situation professionnelle. Elle atteint la dynamique relationnelle. D'abord, parce qu'on perd un cadre social naturel. Les collègues, les échanges quotidiens, la fameuse pause café, les petites interactions qui rythment une journée. Ensuite, il y a le repli émotionnel. Quand on se sent en échec, on a honte, on se sent en décalage et on évite les autres, même les proches. Dans la sphère familiale, du coup, la tension peut monter aussi, suite à la pression financière, au sentiment d'être un poids ou d'être incompris. Et dans les cercles d'amis encore en activité, on peut avoir l'impression de ne plus faire partie du groupe. Or, on sait à quel point le sentiment d'appartenance est crucial pour l'être humain. Petit à petit, on peut alors se mettre en retrait et l'isolement devient alors un piège plus qu'un refuge. C'est comme couper le son d'un film. On voit les autres continuer à parler, à vivre, mais on n'entend plus rien, on ne se sent plus connecté. C'est pourquoi il est primordial d'en prendre conscience rapidement pour ne pas laisser le lien se distendre. Belle image, c'est le cas de le dire, le film Sans le son. Absolument. C'est très très bien vu. Alors si vous voulez bien, on va couper en deux cet épisode en parlant d'abord de la sphère familiale, de l'impact de cette perte d'emploi sur la sphère familiale. D'abord, quels sont les signaux faibles, Jean-Claude, qui montrent qu'une personne au chômage commence à effectivement se replier sur elle-même dans son foyer? Alors, le repli sur soi ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Il commence souvent par des signaux faibles, discrets, mais révélateurs. Qu'est-ce qu'on observe? Une perte de rythme. La personne, par exemple, peut rester en pyjama ou en jogging toute la journée. Elle dort à des heures complètement décalées. Combien de personnes ai-je observé, par exemple, se coucher très très tard la nuit? Et elle laisse carrément tomber les routines du quotidien. Voilà, ça déjà, ce sont des premiers signaux sur la perte de rythme. Ensuite, on observe une baisse d'initiative. Effectivement, elle ne propose plus de sorties, elle ne prend plus de décisions, même simples. Tout s'étiole dans le processus décisionnel pour aller parfois même vers le néant. Enfin, on peut observer un effacement progressif dans le foyer. L'individu peut parler de moins en moins, on parlait tout à l'heure d'effacement, se mettre en retrait des discussions ou des moments partagés. Ce que j'observe également, c'est une hypersensibilité au regard des proches, des autres. L'individu interprète les remarques Ah oui, c'est vrai. comme des critiques, même quand elles ne le sont pas. Et parfois, elle a presque tendance à dramatiser, Oui. à créer des scénarios catastrophes autour de toutes petites choses ou de choses très simples. En fait, l'univers perceptif est bousculé et du coup, il y a quelque chose de l'ordre du catastrophisme qui s'installe, catastrophisme, qui est un des biais cognitifs bien connus en psychologie. Ce que j'observe également, c'est ce désintérêt pour soi-même. Moins d'attention à son apparence, à ses envies, à ses besoins. On se laisse progressivement aller. Je parle de ce qu'on appelle le syndrome du glissement. C'est un peu comme si la personne, au final, réduisait progressivement le volume de sa présence dans la maison jusqu'à parfois devenir presque invisible. Et c'est souvent là que le lien doit être ravivé avec douceur et attention. Pourquoi le couple, la famille sont particulièrement fragilisés dans cette période de chômage et comment on peut arriver à retrouver un certain équilibre et éviter de transmettre son stress, son anxiété
aux enfants particulièrement. C'est vrai, vous parlez de ce problème de transmission qui est crucial. Il faut absolument essayer de temporiser pour ne pas que les enfants épongent ce stress et cette anxiété. Alors, le chômage n'affecte pas seulement la personne concernée, comme vous le dites, hein, il secoue tout le système Ouais, familial. oui. D'un côté, il y a bien sûr le stress financier, pas de travail, pas de rémunération, bien sûr, mais aussi la perte de repères. Et avec elle, le sentiment d'inutilité. Et parfois, ce sentiment très lourd qu'on a évoqué, cette charge émotionnelle qu'est la honte. Tout ce cocktail émotionnel fragilise le couple, surtout si la communication devient tendue, silencieuse ou même inexistante. Dans la parentalité aussi, comme on l'évoquait, le risque est de transmettre sans le vouloir, donc inconsciemment parfois, son anxiété aux enfants. Mhm. Et de fait, de par mes observations, c'est souvent ce qu'il se passe. Par des silences pesants, des sauts d'humeur ou un climat familial plus tendu. Et les enfants, même petits, il faut le savoir, ressentent très finement ces ambiances. Pour retrouver un équilibre, du coup, il faut d'abord oser dire ce qu'on vit, mais sans tout déverser. Ouvrir la porte sans forcément plonger. Exprimer sans accuser. Recréer du lien, du dialogue. Il est nécessaire, à mon avis, de préserver des moments partagés hors du chômage. Des jeux, des rituels, Mhm. des moments de rire, de complicité. Et surtout, se rappeler dans ces moments-là que ce n'est pas l'absence d'emploi qui fragilise une famille, mais l'absence de lien. Garder le lien, même imparfait, c'est déjà protéger ses proches et du coup, par ricochet, se protéger soi-même. Mm. Est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus en précision dans ce qu'on vient d'évoquer par rapport à cet impact de la perte d'emploi sur les enfants et la dynamique familiale? Tous les signes peut-être qu'on peut repérer. Bien sûr, alors déjà, j'ai envie de postuler que les enfants ressentent tout. Quand bien même, en tant que parent, on essaye d'éviter, ils perçoivent le non-verbal, les attitudes. Donc même en pensant les protéger, en pensant qu'ils ne perçoivent pas les choses, détrompez-vous, ils sont extrêmement réceptifs. Même quand on ne leur dit rien, ils perçoivent les tensions, les silences, les regards inquiets. La perte d'emploi peut bouleverser la dynamique familiale, comme nous l'évoquions, par ces changements de rythme, moins d'activité, plus d'irritabilité. Et les enfants, face à cela, peuvent aller jusqu'à se sentir responsables, inquiets ou même invisibles. Ça porte un nom en psychologie, c'est ce qu'on appelle l'introjection, hein, c'est-à-dire que l'enfant peut absorber, assimiler ce qu'il voit chez le parent comme étant sien, comme lui appartenant, alors que pas du tout. Et c'est pour ça que certains enfants vont créer des troubles anxieux, alors même que les parents avaient tout fait pour éviter de propager Mm. cette anxiété. Certains, du coup, deviennent plus agités, d'autres plus silencieux. On assiste à tout et son contraire dans ces cas-là, comme dans le monde de l'enfance. Ils adaptent leur comportement à ce qu'ils ressentent, mais pas à ce qu'on leur explique. Pour limiter cet impact, l'essentiel, c'est de mettre des mots simples et rassurants sur ce qui se passe. Leur dire tout simplement que ça n'est pas leur faute, que les adultes s'en occupent et que l'amour et la sécurité restent là. Ce que les enfants ont besoin de sentir, ce n'est pas qu'on a toutes les réponses, c'est tout simplement qu'on reste présent pour eux, disponible et à l'écoute. Très bien. Le message, je pense, est très clair et devrait bien passer. Comment aussi parler de son mal-être à ses proches, sans craindre, encore une fois, leur jugement, la fameuse honte dont on a parlé dans plusieurs épisodes? Oui, parler de son mal-être, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'on a peur de déranger, d'être jugé ou de décevoir. Pourtant, garder tout à l'intérieur ne protège personne, surtout pas soi-même. Au contraire, ça alimente le poids que l'on porte seul. Et ce poids peut même se transformer en boucle ruminatoire. Donc c'est encore pire. La clé, c'est de choisir un moment calme et de parler en je. Je me sens fatigué, je me sens perdu, j'ai besoin d'en parler. Ça rejoint un peu les préceptes de la communication non violente, c'est exprimer les choses qui nous appartiennent et non pas être dans le jugement ou dans le tutoiement vis-à-vis de l'autre. C'est s'approprier et revendiquer
notre part de ressenti. Pas besoin d'expliquer toute la situation, mais juste d'ouvrir une porte. Et si l'émotion est là, alors le psychopraticien que je suis vous dira tant mieux. Elle dit qu'on est humain. La vraie force, ce n'est pas de faire semblant d'aller bien, c'est d'avoir le courage de dire qu'on va moins bien. Et souvent, on découvre que les proches ne nous jugent pas. Au contraire, ils attendaient juste qu'on leur permette d'être là. Donc ne pas anticiper sur la réaction des proches, mais simplement libérer sa parole. Comment un conjoint ou un membre de la famille peut aussi aider sans infantiliser, ni culpabiliser d'ailleurs, la personne en recherche d'emploi? Excellente question. Aider un proche au chômage, c'est un réel défi. Parce qu'on veut bien faire, mais parfois on fait mal. Et On fait parfois trop. on fait trop. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On fait vite. Le plus important pour moi, c'est d'éviter deux écueils. Vous en parliez, le premier, c'est l'infantilisation. Comment elle se manifeste au quotidien? C'est par exemple par des paroles comme tu devrais faire comme si, tu n'as qu'à. Et la C'est un culpabilisation. peu comme, tu fait tes devoirs. Exactement. Exactement. Et l'autre, c'est la culpabilisation. Tu devrais bouger plus, tu ne fais rien de tes journées. Ces phrases, même dites avec de bonnes intentions, blessent plus qu'elles ne soutiennent. C'est sûr. Et là, je rejoins à nouveau la communication non violente, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire et de ses préceptes. À la place, on peut offrir une écoute sincère, sans chercher à corriger ou à sauver. Exactement ce qu'on fait nous dans le domaine de la psychologie en tant que professionnel. Demander de quoi tu aurais besoin, comment puis-je t'aider là, maintenant. Être présent, encourager sans pression et valoriser chaque petit pas. C'est ça, accompagner sans prendre le contrôle. Et surtout, je pense qu'il faut garder en tête que le soutien le plus puissant, c'est celui qui redonne confiance, pas celui qui propose, voire impose une solution. On va passer à l'impact de la perte d'emploi sur la vie sociale, si vous le voulez bien. D'abord, puisqu'on parlait d'émotions, notamment de la honte, pourquoi la honte, elle pousse en général à fuir le contact avec l'extérieur? La honte, c'est une émotion puissante et sournoise, vraiment pernicieuse. Elle ne vous dit pas tu as perdu ton emploi, elle vous dit tu vaux moins que les autres. Et quand on se sent diminué, on cherche instinctivement à se cacher, à éviter le regard des Bien autres. sûr. On a peur d'être jugé, de devoir se justifier ou même simplement d'avouer qu'on ne travaille plus. Alors petit à petit, on évite les invitations, les appels, les sorties et progressivement, on se coupe du monde. La honte pousse à l'isolement parce qu'elle fait croire qu'on doit aller mieux avant de mériter le contact. Mais en réalité, c'est souvent le lien qui soigne la honte et c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message. Pas besoin d'aller bien pour être digne d'écoute ou de présence. Il faut juste oser un premier pas, même tout petit. Alors, il y a un sujet souvent qui fâche dans le monde du chômage, c'est l'argent. En quoi ce fameux manque d'argent, parce que c'est souvent le cas, peut accentuer encore une fois le repli sur soi, limiter les interactions sociales? C'est vrai que le manque d'argent, ça n'est pas seulement une contrainte matérielle, c'est aussi une barrière invisible aux relations sociales. Effectivement, quand on n'a plus les moyens de sortir, d'inviter, de participer à des activités, on peut se sentir en décalage, gêné, voire honteux. Résultat, on décline les invitations, on évite les lieux de vie. Tout ce qui peut représenter un coût, en fait, Mm. du coup, est évité. On préfère rester chez soi pour ne pas avoir à expliquer pourquoi on ne sort pas, tout simplement parce que j'ai pas les moyens, ou à dire non. Petit à petit, ce repli devient un réflexe, non pas par manque d'envie, mais par peur de ne pas pouvoir suivre financièrement. Et pourtant, entre nous, n'a-t-on pas le droit de dire tout simplement en ce moment, je fais un peu attention, en ce moment, j'ai pas trop de sous? Cela ne diminue en rien notre valeur. Il existe aussi des alternatives d'ailleurs, si vraiment le coût financier peut représenter un obstacle. Il y a des rencontres gratuites, il y a des cafés associatifs, il y a des événements solidaires. Il y a toute une micro-société sociale aujourd'hui. En France, on a cette chance pour justement continuer à aller dans des activités gratuites.
Le lien social ne passe pas toujours par l'argent, voire même ne passe pas par l'argent, mais il passe en revanche par l'envie d'être ensemble. Alors pour aller plus loin dans ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a d'autres moyens assez simples, accessibles pour maintenir ce fameux lien social malgré cette situation de chômage? Je ne sais pas moi, des associations, des groupes d'entraide, des réseaux sociaux? Oui, effectivement, pour aller plus loin, il existe plein de façons simples de recréer du lien, en plus de celles qu'on a évoquées, et sans que ce soit coûteux ni intimidant. Alors, on parlait des associations. Je pense qu'effectivement, les associations, c'est un premier pas facile. Mmh mh. Par exemple, l'engagement bénévole, qui nous remet dans un processus actif. Les ateliers collectifs, qui nous permettent de retrouver un sentiment d'appartenance à un groupe. Les moments conviviaux que l'on peut avoir avec des amis, de la famille. On s'y sent utile, reconnu, entouré. Et déjà, acquérir tous ces ressentis peut nous aider à nous réinscrire dans du mouvement. Ensuite, il y a tous les groupes d'entraide ou de parole, en mairie par exemple, ou via des structures locales. Je vous invite à aller voir sur Internet, sur les différents sites de mairie, de façon très pragmatique. Vous trouverez une liste avec plein de lieux concrets, très efficaces et très bienveillants, qui, eux, du coup, permettent de partager le vécu non seulement psychologique du moment, mais de partager aussi le ressenti sur la recherche de travail actuelle ou sur le vécu passé lié à la rupture de travail ou des expériences professionnelles. Donc tout ça permet de partager, ce sont les lieux de partage. On réalise alors qu'on n'est pas seul et ça c'est déjà un immense soulagement. Je parlerai également des réseaux professionnels, mais il y a aussi plein de clubs de chercheurs d'emploi d'eux-mêmes qui sont accessibles, des espaces de coworking qui peuvent redonner de l'élan. On échange des idées, on se soutient, et c'est comme ça que naissent des opportunités. On parle souvent du networking, terminologie très anglo-saxonne, pas souvent ou pas suffisamment peut-être prise à bras-le-corps en France. Mais oui, faire du réseau, c'est pas si compliqué que ça dès l'instant où on se présente, on avance, on sollicite. Parfois, reconnecter avec d'anciens collègues ou amis autour d'un café suffit à relancer un peu d'énergie. Complètement, ouais. Ça réinsuffle. Ce lien social, c'est pas un luxe. Pour moi, c'est un carburant Mmh. émotionnel, surtout dans les périodes difficiles. Et c'est souvent ce que je dis, par exemple, en thérapie. Il est accessible et disponible en nous. Il suffit juste de l'activer. Activer aussi peut-être les petits objectifs sociaux. Est-ce que vous avez des conseils justement pour se fixer ces objectifs? Absolument. Quand on est au chômage, se fixer des petits objectifs sociaux, c'est une manière douce de rester connecté aux autres et soi-même. C'est pas violent et ça va un peu contre les injonctions qu'on peut recevoir à droite à gauche. Est-ce que tu as fait ci? Combien de CV t'as envoyé? Combien de candidatures t'as faites? Qui On est peuvent encore être... sur les devoirs. Eh oui, le côté un peu infantilisant et du coup pressurisant. L'idée, ça n'est pas de forcer, mais d'avancer pas à pas. Premier conseil, il faut commencer petit. Envoyer un message à un ami, appeler quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, proposer un café. Un seul échange par semaine, c'est déjà un bon début quand on n'en a pas du tout, parce que ça remet dans ce processus Oui. de mouvement. Ensuite, planifier ses sorties sociales comme un rendez-vous important. Je dis à quel point, dans tout cadre de problématique psychologique, l'interaction sociale est une clé de sortie, une clé de rétablissement. Donc, par exemple, planifier des rendez-vous tels que aller à un marché, faire une balade avec un voisin, un atelier collectif. J'ai même, et j'observe de plus en plus, le pouvoir du small talk Ah oui, aujourd'hui, qu'on peut avoir dans un club de sport, à une boulangerie. ouais. Tous ces petits liens sociaux simples avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et qui ne deviendront pas forcément d'ailleurs des amis, mais le pouvoir du small talk, aujourd'hui, donc de la petite conversation, Mmh. on sait que c'est puissant. Et ça crée des points d'ancrage pour vous au quotidien. De même, choisir des lieux où le lien se fait naturellement. Les médiathèques, les associations, les clubs, les cafés solidaires. Le but, c'est de créer du lien sans pression, sans la pression justement du travail, et sans être perçu comme quelqu'un qui pourrait être opportuniste. Délier totalement la rencontre de la recherche de travail. Finalement, je dirais célébrer chaque pas, même minuscule. Sortir de chez soi, faire toutes ces petites choses, c'est déjà du courage. Le lien social se reconstruit
comme un muscle, comme lorsqu'on est au sport, doucement, régulièrement et avec bienveillance envers soi. Pour terminer, tout simplement, Jean-Claude, c'est une question un peu simple tout en étant très compliquée. Comment retrouver un sentiment d'utilité sociale ? Quand on perd son emploi, on a souvent l'impression de perdre aussi son utilité, comme vous l'évoquez. Pourtant, notre valeur ne se limite pas à un poste ou un salaire. Nous ne sommes pas un statut, comme je l'avais indiqué d'ailleurs dans un autre podcast, Tout à fait. et nous ne sommes pas un contrat de travail. Pour retrouver un sentiment d'utilité sociale, il faut d'abord élargir la définition de ce que c'est que d'être utile. Être présent pour un proche, s'occuper d'un enfant, l'aider par exemple dans ses devoirs, aider un voisin, partager un savoir, ce sont des actes puissants, même s'ils ne sont pas rémunérés. Ensuite, le bénévolat peut être un excellent levier. Dans une association, une épicerie solidaire, un soutien scolaire, on se sent à nouveau acteur, reconnu, relié aux autres. N'oublions pas que la reconnaissance est un puissant levier, un vecteur de bien-être psychique. On peut aussi transmettre son expérience. J'ai déjà vu des exemples très percutants, très créatifs, à travers un blog, un atelier ou simplement une discussion. Ce qu'on a vécu peut aider d'autres à avancer. Retrouver un sentiment d'utilité, c'est revenir au cœur de ce qui fait du lien, du sens, et j'irai plus loin, de l'humanité. Et ça, aucun statut ne peut le retirer. Jean-Claude Dessat, merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez tous les épisodes de la saga Tranche de vie sur l'espace Perdre son emploi sur massif.fr.